Patrick Ducharme, Oui. enseignant en sociologie au collégial. Exact, oui. Bienvenue. Merci beaucoup. La solitude, on le disait un peu au début de l'émission, c'est un objet sociologique? Oui, mais pas assez. Je crois que la solitude est un thème qui n'a pas assez de projecteurs dans la discipline. Il y a même parfois des sociologues qui disent qu'il ne peut pas avoir de sociologie s'il n'y a pas d'interaction. Par exemple, s'il y a deux enfants qui jouent dans un carré de sable et qui n'interviennent pas l'un et l'autre, qui jouent isolés, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de sociologie là. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut faire une sociologie d'un homme seul avec un robot, sa voiture. Il n'y a pas besoin d'avoir des relations avec les autres humains parce que nos relations seules sont influencées par... Pas nos relations, mais nos situations seules, en fait, sont influencées par des relations sociales qu'on a eues précédemment et vice-versa. Donc, il faut s'intéresser à ces moments-là de solitude. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé la proposition que vous m'avez faite parce qu'en plongeant un peu là-dedans, je me suis rendu compte qu'il s'est dit beaucoup de choses très intéressantes sur la solitude. Donc, je ne sais pas si c'est là que je commence. Ah ouais, c'est ça le signal, peut-être? C'est le signal, Parce que je vais y aller rapidement. D'abord, moi, il y a une sociologue, comme en guise d'introduction, une sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sherry Turkle. Sherry Turkle, une sociologue de l'Internet, de la technologie contemporaine. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les yeux dans les yeux », qui est une étude sur la conversation. En fait, l'art de la conversation se perd de plus en plus, surtout chez les jeunes. Et un des facteurs explicatifs, c'est les téléphones cellulaires. En fait, plus on a de téléphones cellulaires dans nos mains jeunes, plus on perd l'art de la conversation. Et c'est intéressant parce que... C'est-à-dire les codes nécessaires à avoir une bonne conversation. Oui, absolument. Les yeux dans les yeux, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Oui, Pourquoi absolument. faut faire ça? Ah oui, désolé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le premier chapitre de son livre, qui est un livre assez costaud, et le premier chapitre est assez costaud, porte sur la solitude. C'est-à-dire que pour avoir des bonnes conversations avec des gens, il faut d'abord se recueillir, réfléchir dans une solitude saine qui n'est pas avec des écrans, là. Vraiment pouvoir laisser nos pensées vagabonder, lire, regarder le paysage, prendre des marches sans stimuli extérieur. La contemplation. Absolument, oui, la méditation, la lecture. Et puis, cette solitude-là est féconde pour des bonnes conversations ultérieures. C'est passionnant, ça fait le pont, vraiment, le lien avec ce que Marie disait en début d'émission. Il y a comme un équilibre à avoir, une espèce de conversation, justement, entre solitude, relation. Et les deux sont quand même très dépendants l'un de l'autre. On a besoin de relations pour vivre des bonnes solitudes. On a besoin de solitude pour vivre des bonnes relations. Je te suis bien? Absolument, oui. Puis, en fait, c'est historiquement, en fait, la solitude est un objet d'étude qui est assez... qui remonte à loin quand même. Puis c'est avec Hannah Arendt là, que j'ai vraiment... que je vais développer la grande majorité de cette chronique-là. C'est-à-dire Hannah Arendt, bon, c'est probablement la plus importante philosophe du 20e siècle, une juive allemande, donc qui a fui l'Allemagne nazie dans les années 30 pour s'exiler aux États-Unis. Et puis, c'est en 1951 qu'elle a fait paraître son opus magnum, qui sont Les origines du totalitarisme, que j'ai ici, un livre qu'il ne faut pas s'échapper sur les pieds. Non, la table, elle penche un peu, absolument, d'ailleurs. Oui. Mais c'est une œuvre politique majeure où elle explique comment a-t-on pu en arriver jusqu'au nazisme. Historiquement, comment on a pu en arriver là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le totalitarisme. C'est un régime politique qui vise à unifier toute la société, tous les individus autour d'une idéologie commune. Et tous les aspects de la vie des individus aussi. Absolument, oui. Vraiment, tout y passe. Puis, bon, des totalitarismes, selon elle, il y en a deux. Il y a le nazisme et le stalinisme soviétique. Et puis... bon, on définit le totalitarisme notamment par la méthode de la terreur, les camps de concentration, justement l'État tentaculaire qui s'occupe de toutes les facettes de la vie. Et puis là, il y a un défi majeur pour le totalitarisme, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les individualités. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'exprimer, qui veulent une liberté, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'on n'a pas des robots en avant de nous, on a des gens qui sont différents. Je fais juste vous regarder, vous deux, sur le divan, vous avez quand même des distinctions, des différences. C'est la même chose pour les masses, c'est pas de la pâte à modeler quand même. Non, bien, le but, c'est d'en faire un peu de la pâte à modeler. C'est-à-dire que les classes sociales, qui étaient souvent le discours marxiste auparavant, bien, en fait, on va en faire des masses. Les individus, on va en faire des masses. Et des masses anonymes où tout le monde est réuni autour de la cause du totalitarisme. Et c'est ça le défi, la mission du totalitarisme, de faire que les individus se fondent dans les masses. Et c'est un peu comme dans le racisme. C'est beaucoup plus facile de détester une masse qu'un individu en tant que tel. C'est que si on réduit les gens à des groupes
C'est comme ils perdent toute identité, ça devient anonyme. Oui, c'est ça. Puis, ultimement, c'est qu'il y a une idéologie commune, qui est, par exemple, la race aryenne ou des choses comme ça, où tout le monde va se réunir et s'oublier pour la mission de l'État totalitaire. Patrick, il y a quand même une distinction à faire chez Arendt entre solitude, isolement, et même elle utilise un mot qui n'est pas assez utilisé, je pense, en langue française, celui de l'isolement. Oui, c'est vraiment fascinant parce que, puis même ultimement, quand on en arrive à l'isolement, c'est vraiment étonnant à quel point c'est pas ce qu'on pense. En fait, la solitude ou l'isolement ou l'isolement, on pense que c'est interchangeable, ou encore qu'il faut absolument être seul chez soi pour être totalement esselé, mais pas nécessairement au contraire. Bon, d'abord, il y a la solitude. La solitude, pour elle, c'est vraiment fondamental. Bien, le travail du philosophe ou de l'auteur, de l'écrivain, se fait dans la solitude. Une appellation qui est très intéressante. Elle dit, dans le fond, la solitude, c'est être seul parmi soi-même. Donc, c'est un moment où on va se recueillir, réfléchir, être dans ses pensées, par exemple, bon, le travail du philosophe. Ensuite, il y a l'isolement. Mais l'isolement, c'est quelque chose de positif aussi pour elle. Donc, l'isolement, c'est on n'a aucun contact avec soi, mais on a un contact avec le monde. Okay. Par exemple, dans une salle de classe ou quand on est en train d'apprendre, bien, on n'est pas nécessairement en relation avec les gens autour de soi, mais on est en train de réfléchir le monde, on est en train d'apprendre. Donc ça, on est isolé, mais on a quand même un contact avec le monde. Mais le but du totalitarisme, en fait, c'est de créer de l'essolement. L'essolement, c'est qu'on a une perte de contact avec les autres, mais aussi une perte d'appartenance au monde. Donc là, on n'a pas un processus de réflexion ou d'action. On est vraiment esselé, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de réfléchir le monde. Et on pourrait penser que l'essolement, ça se fait vraiment quand on est physiquement isolé, mais c'est pas ça. On a tous déjà vu dans des documentaires, dans des séries comme Apocalypse, par exemple, des masses de gens anonymes faire le salut nazi face à un discours du Führer, par exemple. Mais Hannah Arendt va dire que ces gens-là sont esselés. Ils ont beau être des milliers dans un stade, mais ils sont esselés. Comme dirait Daniel Bélanger dans sa chanson Spoutnik, « Seuls ensemble ». Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est une façon de... On voit la masse, mais c'est pas de voir les gens individuellement, chacun. Il y a une philosophe juive, d'origine juive aussi, là, qui est très proche du christianisme, qui s'appelle Simone Weil, à peu près dans les mêmes années qu'Hannah Arendt, qui disait que les corps intermédiaires ont un rôle particulier, en fait, névralgique dans la résistance au totalitarisme, c'est-à-dire qu'ils viennent... On parle de corps intermédiaires, la famille, l'association de quartier, le syndicat, l'Église, les voisins, le voisinage. Entre l'État et l'individu servent de pare-feu ou de tampon sanitaire, là, en quelque sorte, là, de cordon sanitaire plutôt, en protection de l'individu. Est-ce qu'Hannah Arendt évoque ça? Ben oui, dans le fond, elle va dire que l'une des fonctions de l'État totalitaire, c'est de s'insérer dans toutes les instances pour éviter qu'il y ait justement... Donc, de contrôler ces corps intermédiaires-là ou de les annihiler, finalement. C'est ça, que ce soit le cinéma, par exemple, ou l'édition, ou l'école, vu que l'État contrôle tout pour éviter justement qu'il y ait des pensées des pensées révoltées par rapport au régime. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces réflexions-là sur l'isolement, elle l'a à la toute fin. Ce sont les 2-3 dernières pages des origines du totalitarisme. Et pourquoi elle conclut avec ça? C'est qu'elle dit que c'est extrêmement dangereux d'oublier justement le rôle de la solitude pour aller vers l'isolement. Elle dit une belle phrase que j'aime beaucoup, puis je vais l'expliquer ensuite parce que ça peut être... Elle va dire « l'isolement organisé », donc je parlais des masses de gens anonymes là, dans des rassemblements nazis, donc l'isolement organisé est bien plus dangereux que l'impuissance inorganisée de tous ceux qui subissent la volonté tyrannique et arbitraire d'un seul homme. Donc, autrement dit, l'isolement inorganisé, ça veut dire que c'est des gens qui se mêlent à la masse et sans trop s'en rendre compte, et ils ne se sentent pas impuissants. Ils acceptent ce qui se passe parce qu'ils se sont fait enseigner que c'était correct de fonctionner comme ça, et c'est ça qui est dangereux. Et puis... j'en arrive, si j'ai un peu de temps devant moi, 2 minutes. à un autre sociologue ou philosophe contemporain, qui est Alain Deneau, qui lui aussi a parlé de totalitarisme, mais pas comme Hannah Arendt, il parle de totalitarisme pervers, c'est-à-dire un régime
il va nommer le capitalisme, qui vise non pas à esseler les gens, mais à les individualiser, c'est-à-dire à créer des clients. Donc, aujourd'hui, les gens sont, oui, isolés les uns des autres parce qu'ils sont des clients. Donc, quand on a des problèmes, quand on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va acheter des services. Ce qui fait en sorte que souvent, on ne sait pas quoi faire pour se réunir parce qu'on a appris à acheter nos services, à acheter les solutions à nos problèmes. Et puis ça, bien, c'est quelque chose qui crée, d'une certaine manière, de l'essolement ou de la solitude chez les gens, mais d'un point de vue assez négatif aussi pour Alain Deneau. Ouais, si t'as un problème avec ta plomberie, t'es bien mieux d'acheter Acheter le plombier. d'appeler un professionnel plutôt que ton beau-frère, qu'on sait pas trop s'il est fiable. Mais en fin de compte, c'est ça, tu deviens un client, puis il n'y a pas cette relation-là. Bon, je fais une caricature un peu, mais on comprend le principe, là. Bien, c'est que quand il arrive quand éventuellement il va arriver des problèmes où les gens doivent se réunir et que soit l'argent ou le système financier ne pourra pas nous aider, bien, on n'aura pas le choix d'aller cogner chez les gens pour demander de l'aide. C'est ça qu'on a vu des fois quand il y a des problèmes, que ce soit la crise du verglas ou encore la COVID, c'est que là, on s'inquiète pour nos proches et là, on se dit, bien là, il faut s'entraider parce qu'on sait que le marché ne pourra pas toujours nous sauver. On doit demander de l'aide à nos voisins. Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'aide? Vous pouvez-vous m'aider? Et s'échanger des services Mais comme ça. hormis ces moments-là qui sont spéciaux, ces électrochocs-là dans l'histoire, dans le quotidien, on se fout pas mal de ce qui se passe chez le voisin, puis chacun pour soi. C'est un peu ça que souligne Alain Deneau. Ben, et qu'on devient un peu plus malléable ou si on est chacun individualisé, autonome, on fait chacun ses affaires, ben finalement, on se réduit soi-même à un rôle de client et non de citoyen. Bien, c'est ça. De la même manière que le totalitarisme pour Hannah Arendt créait des masses où on oublie les individus, le totalitarisme pervers ou le capitalisme contemporain pour Alain Deneau crée des clients. Donc, c'est là où on va se trouver dans une situation où les gens vont vivre seuls et ne sauront pas trop qui contacter quand ils ont des problèmes parce qu'ils ont été déterminés à être isolés les uns des autres. Il y a comme un rapport à la souffrance aussi. Vous verrez où je m'en vais avec ça, là. C'est comme si le fait de vivre seul, on a de la misère à se tourner vers les autres quand on a un problème. Ben, tu le dis un peu, hein, on a de la misère à se tourner vers les autres quand on a un problème. Comment accepter, accueillir, vivre les moments plus difficiles, les souffrances en relation avec nos proches, avec d'autres personnes. Il y a peut-être quelque chose qui se perd de ce côté-là. Apprendre à souffrir et à souffrir ensemble quand arrivent des événements. D'ailleurs, les grands événements comme une pandémie nous réveillent à cet égard-là. Oui, c'est ça. Ça crée une sensibilité où on se dit que, ben, à un moment donné, on a besoin d'une solidarité, on a besoin de quelque chose d'autre que l'argent pour régler nos problèmes. Comment ça résonne chez vous, ça? Ben moi, ça en revient beaucoup à la spiritualité puis à ma relation avec Dieu, évidemment, parce que, comme j'amenais tantôt, tu sais, ça crée une société qui devient vraiment indépendante. Puis, moi, en fait, c'est comme si j'étais blessée, puis j'étais la blessée, puis j'essayais d'être mon propre médecin. C'est comme ça fonctionne pas. Si je me casse le bras, je le sais qu'il faut que j'aille voir un médecin. S'il y a le feu chez nous, je le sais qu'il faut que j'appelle les pompiers. Quand tu as un âme brisée, c'est qui tu vas voir. Puis on fait beaucoup cette recherche-là dans... Soit que ça va être, tu sais, dans les addictions, puis les achats, tu sais, ça peut être comme tellement plein de choses. On est toujours en train de nous vendre quelque chose. On va chercher dans même les astres, le placement des astres. On pense que ça affecte comment qu'on est, puis si on fait tel rituel, puis si on fait assez de mantras, puis si on s'assied en silence assez longtemps, ça va régler nos problèmes. On vient à, dans le fond, louer la création, tu sais, que ça soit avec l'argent, que ça soit avec... Tu sais, c'est ça qu'on vient à idolâtrer, puis à aimer plus que le créateur lui-même. Que le créateur lui-même, exactement. Merci, ça y est. Merci beaucoup, Patrick, pour plaisir. cette chronique sur Hannah Arendt, le totalitarisme et l'essolement.